n'en met jamais trop. Bonnard, les couleurs de la lumière, c'est la nouvelle exposition au musée de Grenoble. Une centaine d'œuvres de ce peintre majeur du XXe siècle à découvrir dans son parcours entre le Grand Lens et le Canet. Le rouge, on n'en met jamais trop. Bienvenue dans le camion des sapeurs-pompiers de l'Isère. Un engin pas comme les autres, bricolé avec Challenge the Room pour vous mettre dans la peau d'un secouriste du SDIS. Et puis le blanc, on n'en met jamais trop. C'est sur les ponts enneigés et surtout raides que Tiffaine Duperrier construit sa carrière. La marraine des 23e rencontres ciné-montagne de Grenoble qui débute aujourd'hui sera aussi l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 2 novembre 2021, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, du lundi au vendredi à partir de 18h. Colore la vie. Pour sa première exposition post-Covid, le musée des Beaux-Arts de Grenoble ne pouvait pas faire un meilleur choix. Pierre Bonnard, né d'une mère alsacienne et d'un père dauphinois, a été surnommé le Nabi japonard, puis le peintre du bonheur. Bonnard, les couleurs de la lumière, ou le parcours d'un des grands visionnaires de la peinture du XXe siècle. Un reportage de Laurie Baillet. Originaire du Dauphiné, Pierre Bonnard est l'un des plus grands coloristes du XXe siècle. Le musée de Grenoble expose actuellement une centaine de ses œuvres depuis ses débuts au Grand Lens jusqu'à son installation au Canet en passant par Paris. Le fil rouge, le thème de la lumière, ses couleurs et nuances. C'est le fil directeur d'exposition, hein, la lumière, et comment Bonnard, durant toute sa vie, va essayer de transcrire grâce à la couleur, ces effets lumineux qui sont à la fois l'intérieur, l'extérieur, donc la vie intime, mais aussi les paysages. Donc tout ça, effectivement, passe à travers une réflexion sur la lumière et comment, à travers les moyens très limités, finalement, de la peinture, on peut arriver à traduire cette expérience, je dirais, de l'éblouissement de la lumière. Marqué par le mouvement Nabi, l'art du Japon, la photographie et le théâtre, Pierre Bonnard a très vite trouvé sa voie et son personnage central, Marthe, sa compagne, son modèle, sa muse. Marthe qu'il a rencontrée en 1893 à la sortie d'un tramway et qui va, je dirais, innerver, animer, être une présence dans sa peinture jusqu'à sa mort en 1942, jusqu'à la mort de Marthe. Et on est ici dans un espace où on voit que Bonnard a révolutionné le nu féminin à travers la figure de Marthe, en nous donnant à voir des nus iridescents, diaprés, qui sont définitivement fascinants parce qu'ils sont complètement irradiés par la lumière, presque dissous par la lumière. Et on sait que Bonnard transfigure le nu, transfigure même l'espace de la salle de bain en un espace, je dirais, féerique. Organisée en partenariat avec le musée d'Orsay, l'exposition Pierre Bonnard, les couleurs de la lumière est à voir jusqu'au 30 janvier 2022. Et pour son premier week-end, Bonnard a accueilli environ 3000 visiteurs. Et comme à son habitude, le musée de Grenoble propose durant toute la durée de l'expo des visites guidées et des ateliers pour les enfants. Et pendant ce temps, à Alpexpo, c'est aussi la foire de Grenoble qui bat son plein sur 40 000 mètres carrés d'exposition. 230 exposants sont présents jusqu'au 8 novembre. Parmi les stands, celui du SDIS, les sapeurs-pompiers de l'Isère. Rien à vendre, si ce n'est à mieux faire connaître ce métier et à créer des vocations. Et pour cela, un nouvel outil, un escape game. Ma vie de sapeur-pompier, c'est un reportage d'Arthur Glory. Au secours, il y a le feu, ou presque. Vous avez 18 minutes. Challenge the Room, en collaboration avec le SDIS de l'Isère, propose un escape game. Une première en France qui met en totale immersion les participants. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on retient beaucoup mieux les choses et on a beaucoup plus envie d'en parler lorsqu'on les a expérimentées, lorsqu'on les a vécues. Et donc, de proposer aujourd'hui un escape game autour du SDIS, ça permet aux gens non pas de dire, voilà, lorsque vous êtes pompier volontaire, vous allez devoir faire ça ou ça, mais de le vivre. Et donc, les gens vont beaucoup plus le retenir, vont beaucoup plus avoir envie d'en parler. Et même si ce n'est pas eux chez qui la vocation naîtra, peut-être que ça fera naître des vocations ailleurs. Adrénaline, réflexion et jeu, tout y est. Cet escape game, pas comme les autres, est le fruit d'une réflexion de plusieurs mois. Il fallait alors se rapprocher au maximum de la réalité d'une intervention tout en gardant des énigmes et des animations, ce qui donne un résultat pour le moins stressant. On arrive avec une ambulance, Giro 2 tons. On arrive sur une intervention, on constate ce qui se passe, sans dévoiler un peu tout ce qui va se passer dans le scénario. On regarde ce qui se passe,
On essaye de trouver des petites énigmes par rapport à du matériel qu'on va pseudo-découvrir pour essayer de mettre en place quelque chose au niveau de la victime. Ensuite, il y a un petit bilan qui va être fait et jusqu'à la finalité du transport à l'hôpital. L'escape game est aussi l'occasion de revoir les gestes de secourisme de base. Toucher du doigt le métier de pompier peut aussi faire naître des vocations. Et cela tombe bien, le SDIS 38 veut aussi recruter des jeunes sapeurs-pompiers, un public plus sensible à ce type d'animation. L'Isère compte environ 5000 sapeurs-pompiers, dont 4200 volontaires. Pas besoin de vous encorder pour aller voir les rencontres Ciné-Montagne qui débutent ce mardi au Palais des Sports de Grenoble et sur Télé Grenoble, d'où le décor qui m'entoure. 5 soirées exceptionnelles, des avant-premières, des voyages pour tutoyer les ciments restants bien au chaud. Et une marraine qui est ici sur ce plateau, Tiffaine Duperrier, bonsoir. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes une jeune guide de haute montagne, originaire des Bauges, pisteur, secouriste, skieuse de pente raide et de haute altitude. Alors on va parler de vos exploits dans un petit instant, mais avant ça peut-être un petit mot sur l'actualité. 3 alpinistes français membres du groupe Excellence Alpinisme National ont disparu lors d'une avalanche la semaine dernière dans le Népal, alors qu'ils tentaient l'ascension inédite de la face ouest du Minbo Eiger. Je crois que vous faisiez partie de ce groupe d'élite. Peut-être une réaction Une réaction, j'ai été très triste d'apprendre cette nouvelle. Effectivement, j'ai fait partie de ces groupes jeunes. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense fort aux familles et à ceux qui sont sur place pour les secours. Et je signale par ailleurs que la soirée de clôture des rencontres samedi permettra de découvrir le film Revers gagnant avec Pierre Finet, également membre du GEAN, et Simon Welfinger dans leur ascension du Sani Pakouche au Pakistan. Un exploit qui leur a permis de remporter le Piolet d'Or 2021. Ce sera peut-être votre cas très bientôt, on vous le souhaite en tout cas. Votre dernier exploit vous remonte à l'été dernier. Vous avez, avec 3 camarades, fait l'ascension du Gasherbrum 2, un sommet de 8035 mètres au Pakistan. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes redescendu à ski. Ça vous a pris comment de vous lancer dans cette aventure ? Alors, cette aventure, déjà, elle commence à dater un petit peu parce que le ski en haute altitude, ça fait maintenant depuis 2016, on va dire, que je la pratique régulièrement. Le Gasherbrum, il a été un peu mis de côté l'année dernière à cause du Covid, évidemment, et c'est quelque chose qui est revenu sur la table cet été. Donc ça a été une expérience extraordinaire, comme d'habitude, la haute altitude. Vous avez combien de kilos sur le dos ? Parce qu'il y avait les skis. Alors entre les skis, la tente, la nourriture, on arrive à un total de 18 à 20 kilos. Ouais, et pas d'oxygène parce que vous pratiquez le style alpin. Voilà, on se fait un point d'honneur à essayer au maximum de respecter, et puis de toute façon... Les conditions du style alpin, l'éthique qui lui est propre, quoi. Se déplacer avec tout son matériel et sans oxygène. Quand on arrive là-haut, à quoi on pense ? Alors moi, personnellement, sur ce sommet, j'ai pas pensé à grand-chose. Mais on admire déjà, on est très content d'avoir de pouvoir être là, de pouvoir en profiter. Et on pense surtout à la redescente. Alors, la descente, justement, c'est assez inédit, donc pas le temps de souffler pour la descente, et puis c'est pas une descente pépère. Alors nous, on est descendu par l'éperon des Français, qui n'est pas la voie normale d'ascension du Gasherbrum. Les Français, ce sont 2 Français qui sont montés par cette voie en 1975. En 1975, donc c'est donc 2 Français qui arrivent au sommet, mais c'est une équipe un peu plus étoffée que ça qui était partie pour cette expédition. C'est Yannick Seigneur et Marc Battard en 1975. Et eux-mêmes avaient dit c'est impossible de skier ça. Voilà, ils avaient dit que skier cette ligne n'était pas réalisable, tout ça. Donc je pense que ça faisait partie peut-être de pourquoi on y est allé. Mais en tout cas, c'est une ligne qui a abrité des avalanches et des chutes de glace, enfin des séracs. Et du coup, voilà, ça permettait de faire une belle descente un peu directe depuis le sommet. La descente, vous la repérez quand vous montez ? Ouais, en fait, c'est le plus intelligent à faire, je pense, au sommet, c'est de monter par l'endroit où on va descendre. Donc, parlez-nous un peu de cette pente. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
La pente du Gacher-Broom, elle a de particulier que c'est presque un axe direct depuis le sommet. C'est un éperon qui progressivement plonge sur le plateau du camp 1. Au début, c'est de la neige assez sympa. Après, ça devient de pire en pire. Et c'est assez raide. 55% de pente, on peut dire que c'est assez raide. Degrés. Pardon. Ouais, degrés. C'est déjà bien. C'est pas soutenu 55, mais il y a quelques passages. On n'a pas le temps d'avoir peur. Non, on n'a pas vraiment le temps d'avoir peur. Peut-être un petit peu sous la tente au moment du bivouac quand on pense au lendemain. Mais il vaut mieux garder toute son énergie pour essayer de faire les plus beaux virages possibles. Et être la marraine des rencontres ciné-montagne, ça fait pas peur non plus? Si, ça fait beaucoup plus peur. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter? Déjà, j'ai été touchée qu'on ait pensé à moi. Voilà, j'ai trouvé que c'était une belle reconnaissance. Et puis, c'est aussi un beau moyen, surtout, de partager avec tout plein de gens que j'ai pas encore rencontrés, mais que j'ai hâte de rencontrer. Il y a des films que vous avez hâte aussi de voir. Vous avez regardé un petit peu la programmation? J'ai regardé la programmation. J'ai eu la chance de voir quelques films aussi. Donc, je les ai pas tous vus, mais je peux déjà dire qu'il y a vraiment des choses qui m'ont beaucoup touchée. Vous avez participé ce midi à une conférence sur la place des femmes en haute montagne aujourd'hui, parce que c'est aussi ça, les rencontres. Pourtant, vous vous êtes en fait jamais vraiment posé la question d'être une femme, que ce soit en tant que guide, ouvrière forestière, grimpeuse, skieuse. Je dirais que je viens d'un milieu où j'ai pas eu le temps à cette réflexion, ou du moins j'y ai pas. C'est quelque chose auquel je n'ai jamais pensé, donc je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu évoluer dans un milieu où je n'ai pas été confrontée à ce genre de problème. Oui, parce qu'on peut le voir, il y a le livre de Martine, le livre de Martine Roland qui était venue sur ce plateau ouais. ici même et nous racontait que pour elle, ça avait été un peu difficile. C'est la première femme à avoir été guide en Europe, donc je pense qu'elle a ouvert une voie assez extraordinaire. J'ai du mal à imaginer, on a lu quelques extraits de son livre et j'ai du mal à imaginer ce qu'elle a pu vivre parce que les mots étaient d'une violence assez incroyable. Et je la remercie déjà d'avoir été la première, d'avoir eu ce courage, de nous avoir ouvert la voie. Et c'est sûrement grâce à toutes ces femmes avant moi que je peux avoir cette liberté-là. Maintenant. Votre prochain défi? Mon prochain défi se situe encore dans ma tête. Voilà. Et c'est encore des projets, mais on en a plein. Et il en faut. Merci beaucoup, Tiffaine Duperrier. Je ne vous retiens pas plus longtemps puisque les rencontres vous attendent. Quelques petits rendez-vous pour terminer. Les jouets que l'on aimait tellement mais qui ont tant agacé nos parents sont de retour mercredi et jeudi à la Bobine à Grenoble grâce au groupe Chapi Chapeau et les petites musiques de pluie. Dans leur nouveau spectacle baptisé Tilt, ils recyclent jouets électroniques, jeux vidéo ou trains électroniques dans des projections mélodiques. Une coproduction Bobinette dans le cadre de Vive les vacances. Et puis je vous signale aussi un nouveau rendez-vous à la Basse-Cour, le café-théâtre de Grenoble, tous les mercredis à partir du 3 novembre. Ça s'appelle « Vous saurez de quoi parler demain », un late show à partir de 20h30, un cocktail explosif orchestré par Cédric Chartier. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.